Astéroïde 4810. De la tête au ciel. Chaque mois, je vous fais décoller vers une constellation du ciel nocturne. Je vous raconte son histoire, ses mythes, ses légendes et vous entraîne à la découverte des objets célestes qu'elle recèle. My code name is Project 2501. Industrial espionage and intelligence manipulation. La constellation d'Hercule est considérée comme la 5e plus grande constellation du ciel nocturne. Elle est très étendue, mais sans étoiles particulièrement brillantes. Il faut disposer de bonnes conditions lumineuses, s'éloigner des éclairages artificiels et faire attention aux phases de la Lune. Ce mois-ci, la pleine Lune a lieu le 16 mai, donc les meilleures conditions pour observer le ciel sont en début et en fin de mois. Cette constellation se repère en identifiant son trapèze caractéristique, au centre de 3 constellations que vous n'aurez pas de mal à repérer. Le Dragon, dont je vous ai parlé lors de l'épisode 3, la Lyre, lors de l'épisode 4, et la couronne boréale, dessinant un C. Le trapèze représente le buste d'Hercule, ses jambes sont formées par 2 alignements d'étoiles au-dessus de la tête du dragon, son bras droit se situe à côté de la couronne boréale et son bras gauche au-dessus de la lyre. Hercule, alias Héraclès, est un héros célèbre de la mythologie grecque. Il est l'acteur principal du récit des 12 travaux. Fils de Zeus et de la reine de Thèbes, Alcmène, Hercule est poursuivi depuis sa naissance par la haine d'Héra, furieuse d'avoir été trompée par son mari. Une nuit, la déesse envoie 2 serpents pour tuer l'enfant, qui porte encore le nom d'Alcide. Celui-ci découvre alors sa force extraordinaire et se débarrasse des 2 vipères. Plus tard, dans un moment de folie inspiré par Héra, Hercule tue sa femme Mégara et ses fils. Revenu à la raison, il consulte la Pythie, l'oracle de Delphes, pour savoir comment expier sa faute. Elle lui ordonne de se mettre au service de son ennemi et cousin Eurysthée, roi de Mycène et de Tyrinthe, et d'accomplir les tâches qu'il lui ordonnera. Ce seront les 12 travaux. Dans l'épisode 3 d'Astéroïde 4810, sur la constellation du Dragon, je vous ai conté l'avant-dernier de ces travaux qui consistait à rapporter 3 pommes d'or du jardin des Hespérides, gardées par cet animal maléfique. Voyons ce qu'il en est des 11 autres travaux, après un petit tour derrière les étoiles avec Panta du Prince, Behind the Stars.
C'était Behind the Stars de Panta du Prince. L'astéroïde 4810 croise les ondes de Globule Radio, direction la constellation d'Hercule. Comme je vous le disais il y a quelques instants, Hercule est l'un des plus célèbres héros de la mythologie grecque. Sa vie est rythmée par les jalousies et caprices des dieux depuis son enfance jusqu'à l'accomplissement des 12 travaux qui lui ont été imposés par Eurysthée. Souhaitant se débarrasser de son cousin Hercule, il fait volontairement le choix de travaux inutiles et qu'aucun homme normal n'a été capable d'accomplir. Mais Hercule, en tant que demi-dieu, est doté d'une force incroyable qui lui permet de venir à bout de sa tâche. Au final, il a fallu plus de 8 ans au héros pour réaliser tous ces travaux qui l'auront fait voyager dans toute la Grèce. La première tâche ordonnée par Eurysthée est de se rendre dans la forêt de Némée et de tuer le lion qui dévore les troupeaux des bergers et dévaste les villages depuis plusieurs générations. Après une traque interminable, Hercule aperçoit l'animal et lui décoche une flèche, puis une autre et encore une autre sans résultat. Il défie ensuite l'animal avec son glaive et essaye de le transpercer. Mais la peau de l'animal est tellement dure que le glaive se tord. Le lion, d'origine divine, est d'une taille et d'une force extraordinaires et ne peut être blessé par de simples armes. En se promenant dans la forêt, Hercule ramasse une branche d'olivier et s'en fait une massue pour assommer le lion. Il pénètre ensuite dans une caverne qui, au vu des ossements entassés à l'entrée, s'avère être l'antre du lion. Hercule aperçoit le fauve s'enfonçant dans l'obscurité de la caverne. Il le suit jusqu'à aboutir à l'air libre. La grotte est en fait accessible par 2 issues. Le lion lui ayant échappé, Hercule décide de bloquer l'une des entrées et d'attendre le retour du fauve. Quand le lion apparaît, Hercule attend quelques instants avant de pénétrer dans la caverne pour défier son adversaire. Le lion comprend vite qu'il est pris au piège. Hercule lui assène ensuite plusieurs coups de massue qui étourdissent à peine le fauve. Il lui saute sur le dos et l'enserre entre ses bras sous les pattes de devant, juste là où le cœur bat entre les côtes. Le lion projette en avant ses pattes aux griffes inutiles et ses rugissements, moins sonores, s'arrêtent tandis qu'on entend le bruit des côtes brisées par l'étau irrésistible des bras d'Hercule. Le héros desserre enfin ses bras et l'immense corps du lion tombe mort à ses pieds. Les bergers s'approchent et les mots de reconnaissance se pressent sur leurs lèvres. Hercule dépaisse ensuite la peau de l'animal pour la ramener à Eurysthée et lui prouver sa réussite. Son glaive ne transperçant pas la peau du fauve, il utilise une de ses griffes. Ainsi périt le lion de Némée, dont Zeus voulut conserver la mémoire en le dessinant dans le ciel avec des étoiles. Hercule se présente alors à Tirynthe devant le roi Eurysthée. Il porte la peau du lion sur son épaule et tient à la main la massue en olivier. À sa vue, le roi est pris de peur et dans son cœur de lâche et de jaloux s'exprime la colère des rats. Il ordonne un 2e travail à Hercule et le défie d'aller affronter l'hydre de Lerne, un énorme serpent à plusieurs têtes qui repousse dès qu'on les coupe et dont la morsure en un instant empoisonne et tue les bêtes comme les hommes. Sur la route du marais de Lerne, Hercule se sent réconforté. Son neveu, Iolaos, est venu le rejoindre, lui apportant son amitié et son aide. Sur le char solide et haut sur roue, ils surveillent tous deux la sortie de l'hydre malfaisante. Le soleil décline et Hercule se demande comment, dans les ténèbres, il pourra abattre les têtes du monstre qui jailliront invisibles de toutes parts autour de lui. Hercule et son neveu décident alors d'allumer un grand feu dans lequel ils font rougir dans les braises d'épaisses branches de frêne. Tout à coup, jaillissent de partout des têtes serpentines, dégoulinantes de boue, s'agitant en tous sens, portées par le long cou. Alors commence un combat illustre entre tous. Hercule fait tournoyer de toutes ses forces son épée et décapite une tête après l'autre. Aussitôt, Iolaos écrase les coups sanglants encore dressés avec les branches de frênes enflammées, consumant la chair avec des sifflements et une odeur horrible.
Enfin, la dernière tête du monstre est tranchée et tombe dans les remous noirâtres du marais. Hercule, grisé par sa victoire, défie Héra. Alors, tout à coup, d'énormes pinces sortent aux pieds du héros et tentent de se saisir de sa jambe pour l'entraîner au fond du marais. Mais Hercule, pris de fureur, rassemble ses forces, saute le plus haut possible et retombe les pieds joints sur le corps d'un immense crabe qui éclate bruyamment sous son poids. Zeus, fier des exploits de son fils, dessine l'hydre dans le ciel avec des étoiles formant une longue ligne sinueuse, ainsi que le crabe, devant les pattes du lion, marqué par de petites étoiles dispersées, comme pour rappeler qu'il a été écrasé sous les pieds d'Hercule. Eurysthée, fou de rage, ordonne à son cousin un troisième travail, capturer vivant le sanglier d'Érymanthe, qui dévaste les cultures, dévore les troupeaux et les récoltes des paysans du mont Érymanthe. Il espère rendre ainsi Hercule ridicule aux yeux du peuple, qui l'admire un peu trop à son goût. Après plusieurs tentatives infructueuses pour le capturer, Hercule change sa stratégie. Il passe plusieurs semaines à creuser des fossés, bouger des pierres, créer des impasses et encore agrandir des sentiers sur le mont Érymanthe. Un matin, la neige se met à tomber recouvrant le mont. Hercule repère aisément les traces du sanglier dans le duvet blanc et se met à le poursuivre. À la fin de la journée, comme Hercule l'espérait, le sanglier s'engage sur un sentier qu'il a modifié, débouchant sur un petit ravin. Le monstre ne peut plus lui échapper. Il tombe dans le ravin, mais sa chute est amortie par la neige. Il est juste assommé, ce qui permet à Hercule de ficeler les pattes de l'animal. Il le hisse sur son dos et l'amène à son cousin Eurysthée. Ce dernier, furieux, défie alors Hercule de capturer la biche de Cérynie, une biche aux cornes d'or. C'est un animal faisant partie de l'attelage de la déesse Artémis. Il s'agit donc d'un animal sacré, ne devant surtout pas être tué ou même blessé. Rapide comme l'éclair, Hercule poursuit l'animal toute une année, sans l'atteindre. La biche finit cependant par s'épuiser et se réfugie sur le mont Artémission. En traversant le fleuve Ladon, Hercule en profite pour lui décocher une flèche entre l'os et le tendon de la patte. La biche se retrouve immobilisée sans qu'une goutte de sang ne soit versée. Il charge l'animal sur ses épaules et traverse l'Arcadie pour se rendre chez Eurysthée. En chemin, il rencontre Artémis et Apollon qui l'accusent de sacrilège pour avoir maltraité la bête. Le chasseur s'en récuse et fait ressortir l'obligation dans laquelle il se trouve, rejetant la responsabilité sur Eurysthée. La colère d'Artémis s'apaise et elle l'autorise à se rendre à Mycène à condition de relâcher ensuite sa protégée sans lui faire de mal. Hercule amène donc la biche à son cousin qui l'enferme dans une cage. Le lendemain, à la plus grande stupeur d'Eurysthée, la biche a disparu. Ce quatrième travail accompli, Hercule se rend ensuite à Stymphale pour exécuter le cinquième ordonné par son cousin jaloux. La surface du lac de Stymphale, située au centre de l'Arcadie, est devenue depuis bien longtemps le domaine d'oiseaux cruels. Ces oiseaux sont les enfants d'Arès, le dieu de la guerre. Leurs becs, leurs serres et leurs ailes sont en airain, leur taille monstrueuse, et ils se nourrissent de chair humaine. Eurysthée ordonne à Hercule de débarrasser le lac de tous ces maudits oiseaux. Il a constaté qu'Hercule peut tuer ou capturer un animal, mais que peut-il faire contre des milliers ? En approchant du lac, Hercule voit un paysan se faire attaquer et tuer par un de ces horribles oiseaux. Après avoir assisté à cette scène d'horreur, Hercule lève les yeux au ciel et aperçoit une nuée d'oiseaux prête à fondre sur lui. Sans trembler, il leur décoche coup sur coup plusieurs flèches empoisonnées du sang de l'hydre et les tue. Il continue ensuite sa progression vers le lac. Lors de son arrivée au bord du lac, les oiseaux se réfugient sur les arbres environnants. Hercule implore alors Athéna de l'aider. Des cymbales apparaissent alors près du lac. Hercule les frappe de toutes ses forces l'une contre l'autre. Les oiseaux effrayés sortent de leur cachette et Hercule les abat les uns après les autres de ses flèches empoisonnées.
Quand il constate que le ciel est vide, il remercie Athéna pour son aide et se remet en route vers Tirynthe. Un beau jour d'automne, Minos, le roi de la Crète, promet à Poséidon qu'il sacrifiera ce que le dieu de la mer fera jaillir des flots. Il espère ainsi protéger son île des tempêtes. Poséidon fait alors émerger des eaux un merveilleux taureau noir. Subjugué par l'animal, le roi ne peut se résoudre à le tuer et l'enferme dans un enclos. Il l'utilise alors pour agrandir ses troupeaux. En échange, il sacrifie une autre bête de son troupeau pensant confondre Poséidon. Mais ce dernier, exaspéré, s'aperçoit aussitôt de la duperie. Pour punir Minos, le dieu des mers transforme le fabuleux taureau en un animal sauvage et incontrôlable. Déchaîné par une folie destructrice, l'animal ravage les alentours. Eurysthée, s'inquiétant de la popularité grandissante d'Hercule, a vent de cette histoire. Le roi de Mycène et de Tirynthe lance donc aux héros un 6e défi, celui de capturer l'effrayant taureau de Crète. En débarquant à Knossos, Hercule voit les gens quitter le port à la hâte et dans le plus grand désordre. Il se met à courir et au détour d'un chemin, il voit le monstre furieux en train de saccager un champ. Dès qu'il aperçoit cet humain ne fuyant pas devant lui, le taureau s'immobilise. Hercule le provoque, mais la bête refuse d'avancer. Il dispose sur le sol un grand filet et se met à avancer vers le monstre. Il agite sa tunique en peau de lion devant l'animal qui lui fonce dessus. Hercule l'attrape par les cornes et l'attire dans le filet. Le taureau est alors pris au piège. Hercule rentre à Tirynthe avec l'animal dompté qui libère devant son cousin. Avant de continuer le récit des 12 travaux d'Hercule, petite pause musicale avec Daka Braka, Chosette Potdouba.
C'était Chosette Pot Douba de Dakabraka. Vous êtes sur Globule Radio 90.5 FM. Astéroïde 4810 navigue dans la constellation d'Hercule. Nous avons laissé notre héros à Tyrinthe, rapportant le gigantesque taureau de Crète à son cousin Eurysthée. Ce dernier, cherchant toujours à déstabiliser Hercule en lui confiant des travaux impossibles à accomplir pour un homme normal, lui ordonne alors d'aller capturer les juments de Diomède. En Thrace vit un roi sanguinaire. Il s'appelle Diomède. Il est le fils d'Arès, le dieu de la guerre. Il règne sur un immense territoire au nord de la mer Égée. Les îlots rocheux sont si denses que de nombreux navires viennent s'y fracasser. Diomède fait capturer les naufragés et les donne en pâture à ses chevaux. Les juments sont devenus carnivores, car le roi de Thrace ne les nourrit que de chair humaine. Réputés indomptables, les juments de Diomède restent en permanence enfermés dans les écuries, devant leurs mangeoires de bronze et solidement attachés par des chaînes de fer. Hercule embarque dans la galère de Philos, le plus valeureux lieutenant d'Amphitryon, et se rend à la capitale de Thrace. Il arrive la nuit et repère aisément les juments. Ils entrent dans les écuries où ils sont surpris par Diomède et sa garnison. Hercule fait prisonnier le roi et épargne les soldats. Il jette Diomède dans les mangeoires en bronze et les juments se ruent sur leur repas. Les bêtes sont alors calmées et Hercule peut les approcher et les faire monter à bord de la galère. Les juments embarquent docilement et acceptent de se nourrir de fourrage tout au long du trajet. Comme il était convenu, le héros présente les juments à Eurysthée. Quelque temps plus tard, la fille chérie d'Eurysthée, Admète, exige de posséder la ceinture d'or d'Hippolyte, la reine des Amazones. Les Amazones sont un peuple guerrier uniquement composé de femmes, qui ne connaissent ni pudeur ni pitié. Eurysthée, qui cède à tous les caprices de sa fille, profite de cette occasion pour imposer un 8e travail à Hercule et lui ordonne de lui ramener cette ceinture. Arrivé à Thémicyra, Hercule et ses compagnons sont introduits dans le palais de la reine Hippolyte, qui n'a rien de sévère ni de cruel. Elle sourit même au héros, dont elle a entendu les exploits. Une fois seul avec la reine, Hercule lui explique rapidement l'objet de sa visite et lui présente les nombreux cadeaux offerts par Eurysthée en échange de sa ceinture. La reine, admirative, accepte de donner ce bijou doré à Hercule, qui est heureux de pouvoir résoudre l'un de ses travaux sans verser la moindre goutte de sang. Il commence alors à dégrafer la ceinture d'Hippolyte. Mais le héros ne se doute pas de la présence d'Héra, qui, déguisée en Amazone, répand la rumeur d'une incursion étrangère visant à enlever la reine. Il n'en faut pas moins aux Amazones pour prendre leurs arcs et leurs javelots et pénétrer dans la salle où se trouvent Hercule et la reine. Le héros est alors convaincu de la trahison d'Hippolyte. L'accueil pacifique de la reine n'avait été qu'un moyen de l'amadouer. Aveuglés par la colère, les Amazones lancent leurs javelots sur Hercule, mais la reine s'interpose et reçoit un coup mortel. Elle ordonne dans son dernier souffle à Hercule de prendre sa ceinture et de s'enfuir. Le tempérament inconstant du héros, associé à la malveillance d'Héra, a provoqué la mort brutale de la belle et généreuse reine des Amazones. Dans sa hâte, Hercule arrache la ceinture d'or du corps d'Hippolyte et réunit ses hommes pour embarquer au plus vite. Eurysthée, contrarié par les triomphes successifs de son cousin, décide de froisser son amour-propre en lui assignant une mission aussi laborieuse que dégradante: nettoyer les écuries du roi Augias, du royaume d'Élide. Il possède un grand troupeau, mais il néglige ses animaux. Depuis plus de 30 ans, il n'a pas fait nettoyer ses écuries. Rebutés par les immondices qui s'y sont accumulées, même les esclaves refusent d'y pénétrer. Négligées, les bêtes ne travaillent plus aux champs. Privés d'engrais, les moissons se font rares. Élide est devenu un royaume appauvri qui se vide de ses habitants. On entend dire que l'odeur pestilentielle des écuries arrive même aux frontières de la Grèce. Résigné, Hercule traverse l'Arcadie et se rend dans le royaume d'Augias pour y accomplir sa mission.
Il repère les lieux, fait évacuer les animaux des écuries et se met à creuser un fossé jusqu'au fleuve le plus proche, l'Alphée. L'eau s'y engouffre. Hercule crée un barrage au niveau d'un second fleuve voisin, le Péné. Il fait déborder le réservoir ainsi formé. L'eau se précipite alors dans la vallée, envahissant les écuries et les nettoyant de toutes ces immondices. Suite au passage d'Hercule, Augias se promit de faire nettoyer ses écuries tous les jours pour ne pas qu'elles reviennent dans l'état dans lequel elles étaient. Le 10e travail d'Hercule le conduit bien au-delà des terres grecques. Très loin, à l'Occident, là où chaque soir le dieu du soleil, Hélios, noie sa coupe dorée dans l'océan, vit le monstrueux Gérion, fils du titan Océanos. Sa particularité est d'être né avec 3 têtes, 6 bras et 3 corps unis à la taille. C'est l'être le plus fort du monde. Il vit seul, entouré de 1000 bœufs roux. Pour garder cet immense troupeau, il possède 2 animaux tout aussi difformes et effrayants que lui. Orthros, un chien à 2 têtes, et Eurytion, un dragon à 7 têtes. Eurysthée a décidé d'offrir en sacrifice à Junon les bœufs de Gérion, et il ordonne à Hercule de les lui ramener. Hercule s'élance donc en solitaire sur la Méditerranée afin d'atteindre au plus vite ces lointaines contrées. Des aboiements effrayants l'accueillent à son arrivée sur le domaine de Gérion. Le molosse à 2 têtes se jette sur lui en ouvrant ses gueules bavantes armées de crocs puissants. Hercule abat la première d'un coup de massue et transperce la seconde d'un coup de glaive. Le chien monstrueux s'affaisse sans vie. Le bruit alerte Gérion, le géant à 3 têtes, qui vient menacer Hercule. Il appelle Eurytion à son secours. Hercule sort ses flèches empoisonnées et tire. Il atteint 6 des 7 têtes du bouvier. Il pulvérise la dernière d'un coup de massue. Vient ensuite un corps à corps terrifiant entre Gérion et Hercule qui terrasse le géant de 3 flèches plantées au milieu des 3 fronts. Il ne reste plus aux héros qu'à ramener les bœufs à leur nouveau propriétaire, Eurysthée. Depuis qu'Hercule est au service de son cousin, 8 années se sont écoulées. Le héros a déjà accompli 11 des 12 travaux réclamés par l'oracle. Eurysthée cherche toujours un moyen de se débarrasser d'Hercule et choisit un dernier travail particulièrement difficile. Un matin, il le convoque à Tyrinthe et lui ordonne de lui rapporter Cerbère, le gardien des enfers, vivant. Hadès, le dieu des enfers, laisse toujours ouvertes les portes du Tartare et a placé ce féroce chien à 3 têtes et à queue de dragon pour empêcher les âmes damnées de sortir. Zeus envoie Hermès aider Hercule à trouver l'entrée du Tartare. Hermès amène le héros au bord du Styx et le laisse embarquer seul sur le navire noir de Charon, le passeur. Arrivé en terre Tartare, Hercule reçoit l'autorisation d'Hadès pour affronter Cerbère, mais à main nue. Hercule abandonne ses armes et avance vers le Molosse, qui s'enfuit se réfugier derrière le trône de son maître. Hercule bondit sur l'animal vêtu de sa peau de lion pour ne pas être déchiqueté par les crocs acérés du gardien des enfers. Il saisit le cou du chien et le serre pour l'étouffer. Hadès intervient pour éviter la mise à mort de l'animal et autorise Hercule à emmener le chien avec lui jusqu'à Tyrinthe. Lors de l'arrivée d'Hercule devant son palais, Eurysthée, terrorisé, est obligé de reconnaître la victoire de son cousin. Il lui ordonne alors de ramener le chien aux enfers et de quitter les lieux pour toujours. Ainsi, Hercule restitue le gardien des enfers à Hadès avec toute la joie d'un prisonnier qui retrouve sa liberté après de nombreuses années d'expiation. Son repos, aussi bref qu'il soit, lui sera bien mérité. Après tant d'épreuves et d'aventures, Zeus donna à son fils une place dans le ciel. Il représente la figure d'un homme agenouillé qui plie les genoux sous l'effort et écarte les bras en croix. La lueur de ces étoiles nous rappelle que même si nous n'avons pas tous une force herculéenne, les épreuves que nous rencontrons dans la vie, nos expériences, nos rencontres, révèlent en nous une puissance qui nous est propre. À chacun de cheminer en lui pour la dévoiler et l'utiliser à bon escient. Faisons maintenant une pause sous les lueurs de l'aube avec Chancha Via Circuito et Matteo Kingman, Ilalo.
C'était Il Halo de Chancha Via Circuito. Continuons notre voyage sur l'astéroïde 4810 à la découverte des objets célestes de la constellation d'Hercule. L'un des plus célèbres et plus beaux amas globulaires se situe au niveau du trapèze de la constellation d'Hercule représentant le buste du héros, flanc droit, du côté de la couronne boréale. C'est le Grand Amas d'Hercule, ou M13. Découvert en 1714 par Edmond Halley, il contient plusieurs centaines de milliers d'étoiles et son diamètre apparent équivaut à la moitié de celui de la pleine lune. Perceptible à l'œil nu, comme une petite tache floue, il demande un télescope d'au moins 15 cm de diamètre pour révéler les étoiles de sa périphérie. Cet amas a été choisi en 1974 pour y envoyer l'un des premiers messages radio en direction d'éventuels extraterrestres. Un autre amas globulaire spectaculaire est observable dans la constellation d'Hercule. C'est l'amas M92, qui se situe entre les deux jambes d'Hercule. Quand on l'observe au télescope, il paraît parfaitement calme. Ces centaines de milliers d'étoiles semblent tourner bien sagement dans son volume sphérique de 85 années-lumière de diamètre. Pourtant, une équipe d'astronomes vient de faire une découverte surprenante. L'amas serait en cours de dispersion sous l'effet des forces de marée de notre galaxie, la Voie lactée, autour de laquelle il gravite. Et le phénomène, jusque-là passé inaperçu, serait très récent, à l'échelle chronologique de la Voie lactée, pas plus de 500 millions d'années. En effet, de part et d'autre de M92 s'étire un discret mais réel courant d'étoiles sur environ 8100 années-lumière. Ce type de structure résulte en général d'une interaction gravitationnelle avec une galaxie massive. Enfin, plus difficile à observer pour un astronome amateur, la nébuleuse planétaire de la Tortue, NGC 6210, se situe entre les deux bras d'Hercule. Elle est à 6500 années-lumière de nous et a été observée en détail par le télescope spatial Hubble. Il s'agit du résidu d'une étoile sensiblement moins massive que le Soleil. Ses enveloppes de gaz externes ont été éjectées. Reste au centre une petite naine blanche en train de se refroidir très lentement. Pour les couche-tard ou les lève-tôt, une pluie d'étoiles filantes est à observer en ce moment en seconde partie de nuit dans la constellation du Verseau. Active du 19 avril au 28 mai, la pluie est à Aquaride et constituée des débris de la comète de Halley. Elle atteindra son pic d'activité entre le 4 et 5 mai avec un taux de 30 météores par heure. Le nom de cette averse météoritique tire son nom de la constellation du Verseau, en latin Aquarius, où se situe son radiant, à proximité de l'étoile la plus brillante, Eta Aquarii. Ce sera tout pour la constellation d'Hercule. Je vous retrouve le mois prochain pour un voyage vers la constellation de la couronne boréale. Ces chroniques sont inspirées du livre de Marie-Françoise Serre, Constellations et légendes grecques. Vous pouvez me retrouver en podcast sur globule.chamonix.radio et sur la page Facebook d'Astéroïde 4810. N'hésitez pas à laisser vos impressions, questions, suggestions et à me contacter si vous aussi vous avez la tête dans les étoiles et des envies de projets autour de l'astronomie.